Lorsque les forces russes ont franchi la frontière ukrainienne le 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine s'attendait à ce que son opération militaire spéciale ne dure que 3 jours. Il pensait que le gouvernement ukrainien tomberait en quelques semaines. L'armée se rendrait et les drapeaux russes flotteraient sur Kiev avant que l'OTAN ne réagisse. Partie 7 et match. Mais 3 ans et demi plus tard, l'Ukraine a non seulement survécu à l'assaut initial, mais elle démantèle systématiquement ce qui était censé être la deuxième armée la plus puissante du monde. Et cela coûte cher à la Russie. Alors voyons comment l'Ukraine a surpassé Poutine à presque chaque étape et le lourd tribut que la Russie s'apprête à payer. Au début de l'invasion, le plan de Poutine suivait les manuels militaires russes, ce qui a finalement avantagé l'Ukraine. L'Ukraine avait passé des décennies en tant que partie de l'Union soviétique, donc les commandants ukrainiens savaient exactement comment la Russie fonctionnait. Dès le début de l'invasion, ils ont exploité cette connaissance pour frapper durement. La bataille de l'aéroport de Hostomel devait être le triomphe russe. La stratégie était simple et élégante. Entre 200 et 300 parachutistes russes, à bord de 34 hélicoptères, devaient s'emparer de l'aéroport près de Kiev. La Russie utiliserait ensuite l'aéroport de Kiev pour créer un pont aérien, afin d'acheminer directement des troupes dans la capitale. La Russie avait déjà appliqué cette stratégie avec succès en Tchécoslovaquie, en 1968, en Afghanistan, en 1979 et en Crimée, en 2014. Mais l'Ukraine était prête. Au lieu d'un aéroport vide, les forces russes ont trouvé des systèmes de défense portables, un canon Zenit Naya Ustanovka 23 et une piste bloquée par de vieux véhicules et avions hors service. Le réseau radar ukrainien, le plus grand système de défense aérienne au sol guidé par radar en Europe grâce à son héritage soviétique, a été renforcé contre la guerre électronique russe grâce à la coopération avec l'OTAN. Quand ces hélicoptères russes sont arrivés dans la zone de tir, les Russes ont capturé l'aéroport, mais trop tard. La piste détruite, le pont aérien manqué. La guerre éclair de Poutine est devenue un siège éprouvant de Kiev, que la Russie perdrait en 5 semaines. Ce schéma d'exploitation de la prévisibilité russe allait se répéter tout au long de la guerre, mais de façon encore plus spectaculaire qu'en septembre 2022. À l'été 2022, la Russie avait capturé la ville stratégique d'Izium et l'avait établie comme une importante base opérationnelle avancée avec environ 18 000 soldats. La ville était un centre logistique clé avec des chemins de fer reliant la Russie à Kupiansk et Izium. Contrôler Izium permettait à la Russie de ravitailler tout son front nord. Mais le général ukrainien Oleksandr Sersky planifiait discrètement une grande tromperie militaire. En juillet et août, les médias ukrainiens et russes évoquaient constamment une grande contre-offensive ukrainienne dans l'oblast de Kherson, au sud. Le 29 août, l'Ukraine a officiellement annoncé que la très attendue offensive de Kherson avait commencé. La Russie a déplacé en urgence sa meilleure unité vers le sud, diminuant de moitié ses forces à Izium. Ce n'était qu'une ruse. Le 16 septembre, les forces ukrainiennes ont lancé leur offensive dans l'oblast de Kharkiv, surprenant totalement les Russes. L'avancée a été dévastatrice. Les troupes ukrainiennes progressant en moyenne de 74 km par jour, faisant de cette opération la plus rapide depuis plus d'un siècle. En 6 jours, l'Ukraine avait repris plus de 3000 km² de territoire, libéré des dizaines de villes, dont les cités stratégiques d'Izium et de Kupiansk, et capturé ou détruit des centaines d'équipements militaires russes. Les forces russes ont fui, laissant dépôts de munitions, chars, artillerie et du matériel récent. Certaines unités russes ont été totalement détruites, une première depuis la Seconde Guerre mondiale où des formations entières disparaissaient en une seule bataille. Pendant ce temps, les soldats russes fuyaient devant les forces ukrainiennes dans le nord-est de l'Ukraine, tandis que les citoyens de Moscou faisaient la fête pour célébrer le 875e anniversaire de la ville. Complètement déconnecté de la catastrophe sur le champ de bataille. La contre-offensive de Kharkiv a prouvé que l'Ukraine pouvait gagner en défense, tandis que l'incursion de Koursk en août 2024 a montré une audace encore plus grande. L'Ukraine aurait pu envahir la Russie. L'opération était presque imprudente. L'Ukraine a retiré des troupes de ses défenses pour attaquer et prendre environ 1240 km² en Russie, dans l'oblast de Koursk. Cela représentait plus de territoire que ce que la Russie avait capturé en 2024 jusque-là. L'ingéniosité stratégique était multiple. Cela a d'abord brisé le mythe de l'invulnérabilité du territoire russe face aux contre-attaques ukrainiennes. Cela a aussi forcé la Russie à détourner 50 000 soldats d'autres fronts, perturbant ses plans offensifs pendant des semaines, voire des mois.
Troisièmement, cela a surtout levé les réticences occidentales à livrer à l'Ukraine des armes avancées à longue portée. Ce point était crucial car le mois précédent, l'OTAN avait hésité à autoriser l'Ukraine à frapper le territoire russe avec des armes occidentales, invoquant les menaces nucléaires russes comme raison principale. Mais puisque l'Ukraine a envahi la Russie en utilisant ses propres forces et que Poutine n'a pas lancé d'armes nucléaires, tout ce calcul a changé. En quelques mois, F-16 Mirage 2000 et systèmes de missiles avancés arrivaient en Ukraine, autorisés à frapper en Russie. L'incursion de Koursk s'est restée contestée plus de 6 mois, les forces ukrainiennes gardant une partie du territoire jusqu'en juin 2025. La Russie est allée jusqu'à, selon les rumeurs, employer des troupes nord-coréennes pour renforcer la contre-offensive. Les troupes coréennes ont été très incompétentes, révélant que l'armée russe est bien moins performante que ses statistiques officielles ne le suggèrent. Mais peut-être que l'innovation la plus transformatrice de l'Ukraine a été sa révolution dans la guerre par drone. En 2022, l'industrie de défense ukrainienne valait près d'1 milliard de dollars. En 2025, elle avait explosé pour atteindre une capacité de 35 milliards de dollars, l'Ukraine, produisant désormais environ un tiers de toutes les armes et munitions utilisées par ses forces armées. Dans des domaines cruciaux comme la production de drones, ce chiffre atteint près de 100%. Même si tout le monde aimerait croire qu'il s'agissait d'un pur génie, cette transformation s'est produite par pur désespoir. Mais les résultats sont éloquents. Début 2025, les drones comptaient pour environ 70% des pertes russes sur le champ de bataille, et parfois jusqu'à 80%. L'Ukraine a développé toute une gamme de drones, allant de petits drones vus à la première personne coûtant quelques milliers de dollars, capables de détruire des chars valant des millions, à des drones navals qui ont forcé la flotte russe de la mer Noire à abandonner la Crimée, jusqu'à des drones longue portée capables de frapper des cibles à des centaines de kilomètres à l'intérieur du territoire russe. Le point fort de cette campagne fut l'opération Toile d'araignée, en juin 2025, où l'Ukraine a frappé 5 bases aériennes russes, détruisant ou endommageant environ un tiers des bombardiers stratégiques russes. Des attaques de précision ont touché le cœur de la Russie, prouvant qu'aucun lieu russe n'est à l'abri des représailles ukrainiennes. L'attaque a utilisé des drones vus à la première personne simple, améliorés via les réseaux mobiles, offrant transmission vidéo en direct et contrôle manuel à longue distance. Les signaux de contrôle intégrés au trafic civil deviennent alors très difficiles à détecter et à perturber. Cette révolution des drones ne vient pas seulement des dons occidentaux, bien que des systèmes comme le Phoenix Ghost, le Switchblade 600 et le Jump 20 aient apporté des capacités clés au départ. L'Ukraine s'est appuyée sur un réseau national de plus de 900 fournisseurs des grandes entreprises aux ateliers de garage. Quand un atelier trouve une amélioration, elle reste partagée en quelques jours dans tout le réseau via des systèmes comme la plateforme Brave One. Ce cycle d'innovation décentralisée avance à une vitesse que les complexes militaro-industriels traditionnels ne peuvent égaler. Les prototypes Saint-Pierre sont conçus, testés en combat réel, puis déployés en produits affinis en quelques mois, au lieu des années requises par les sous-traitants de la défense classique. Ces innovations auraient été impossibles sans le soutien occidental, qui leur a fait gagner du temps. Les armes fournies par l'OTAN ont été des bouées de sauvetage qui ont permis à l'Ukraine de tenir suffisamment longtemps pour développer ses propres capacités. Lorsque les premiers systèmes de lance-roquettes d'artillerie à haute mobilité ou systèmes de lance-roquettes d'artillerie à haute mobilité sont arrivés en juin 2022, ils pouvaient délivrer des ogives guidées de 90 kg n'importe où dans un rayon de 80 km, atteignant leur cible à moins de 3 mètres près. Avant les systèmes de lance-roquettes d'artillerie à haute mobilité, l'Ukraine se battait avec de l'artillerie datant de l'ère soviétique, qui nécessitait plusieurs minutes pour être mise en place et n'avait que la moitié de la portée. Les États-Unis ont livré 40 lanceurs systèmes de lance-roquettes d'artillerie à haute mobilité que l'Ukraine a vite employés pour frapper plus de 350 postes de commandement dépôts de munitions et entrepôts russes. Chaque frappe réussie a un effet multiplicateur. Détruire un dépôt de munitions peut réduire les tirs d'artillerie russes dans tout un secteur pendant des semaines. Désormais, quand Poutine a lancé ses missiles Kinzhal réputés invincibles, les batteries patriotes ukrainiennes les ont abattus sans difficulté. En novembre 2024, une batterie patriote à Kiev a intercepté une salve de missiles hypersoniques russes, ce qui aurait été auparavant impossible. L'Ukraine a obtenu 7 batteries patriotes avec du matériel national. Chaque missile PAC-3 MSE coûte 4 millions de dollars, mais ils ont été essentiels pour protéger villes et infrastructures militaires ukrainiennes. Mais c'est l'arrivée des premiers F-16 en août 2024
qui a donné à l'Ukraine sa première véritable chance de contester la Russie. Initialement promis au musée et devenant obsolète avec les commandes de F-35 en Europe, ces avions restèrent pourtant des chasseurs modernes, dotés de systèmes défensifs avancés. Modernisés à mi-vie pour être compatibles avec les armes actuelles, ils ont offert à l'Ukraine une présence aérienne renforcée. Et les pilotes ukrainiens se sont adaptés rapidement. Au cours d'une mission, un F-16 ukrainien a abattu 6 missiles de croisière russes, utilisant le canon de l'appareil pour en détruire 2. Début 2025, les Mirages. 2005 Français ont intégré la flotte, apportant redondance et capacités accrues. D'autres armes clés comprenèrent les véhicules d'infanterie Bradley, de soutien et des missiles longue portée comme le Javelin ou le Storm Shadow. Coûteux et difficiles à employer parfaitement par les forces ukrainiennes, ils ont néanmoins offert à l'industrie et à la stratégie ukrainienne un temps précieux pour se renforcer et changer le cours de la guerre en 2023. Il y a une chose qui est brutalement claire pour l'Ukraine. Même si elle continue d'utiliser la même stratégie qui s'est révélée si impressionnante et efficace auparavant. L'Ukraine ne peut gagner une guerre d'usure seulement grâce à la main-d'œuvre. Bien sûr, lorsqu'on lui a posé la question, un commandant ukrainien a suggéré que nous étions en guerre avec les Russes depuis 300 ans. Nous pouvons tenir encore un peu, mais tenir demande plus que de la détermination. Cela nécessite une adaptation systématique pour minimiser les pertes, tout en maximisant le prix que la Russie paie pour chaque avancée. Les commandants ukrainiens prennent maintenant des mesures qui peuvent sembler rudimentaires, mais qui ne sont pas appliquées systématiquement dans toutes les forces russes. Plan de rotation amélioré pour éviter l'épuisement, usage plus prudent de l'artillerie pour limiter les tirs de contre-batterie, mouvement de troupes précis grâce à la reconnaissance par drone, et postes de commandement installés dans des maisons privées, évacuables rapidement en cas de découverte. Cela a créé une situation paradoxale, où l'Ukraine n'engageait pas autant de troupes près du front. Les drones russes finissèrent par traquer une seule personne qui se détachait du paysage. Ce n'est pas un bon usage de milliers de dollars de technologie. L'Ukraine est également devenue dépendante des drones terrestres, y compris des robots télécommandés qui se déplacent sur des roues, des chenilles ou même des pattes. Utilisés pour le ravitaillement et l'évacuation des troupes, ces drones parcourent souvent plus de 16 km sans s'arrêter. La raison est assez simple. Le ciel appartient désormais aux drones vus à la première personne. Pour les deux camps, l'homme au sol risque d'être attaqué. Les véhicules laissent trop de traces derrière eux et sont visibles par les capteurs infrarouges et thermiques. Les drones terrestres comblent un créneau entre ces extrêmes, permettant à l'Ukraine de ravitailler et communiquer au sol si besoin. Cette combinaison de guerre par drone, de planification tactique minutieuse et d'armes de précision fournies par l'Occident a fondamentalement changé la dynamique du champ de bataille. L'Ukraine ne peut rivaliser avec la Russie pour envoyer autant de soldats. Mais elle peut rendre chaque avancée russe si coûteuse que l'avantage numérique de la Russie devient dérisoire. Les données prouvent l'efficacité de la stratégie. Début 2025, les gains territoriaux russes avaient fortement chuté. La Russie n'a saisi que 78 miles carrés en mars 2000, 25 contre 165 en janvier. Encore plus révélateur, la Russie a mené plus de 35 assauts par kilomètre 2 capturés en mars, contre 71 en novembre 2024. Essentiellement, la Russie doit mener 5 fois plus d'opérations offensives pour obtenir un avantage territorial par rapport à il y a seulement 6 mois. Et tandis que l'Ukraine s'adapte et innove, la Russie s'effondre. Des agences de renseignement occidentales estiment que la Russie a perdu plus de la moitié de son matériel militaire. Le groupe Oryx a recensé environ 23 000 équipements militaires russes, détruits, endommagés ou capturés, contre 10 000 pour l'Ukraine. La Russie ne peut pas facilement remplacer ces pertes. Près de 50% des pertes matérielles russes viennent des stocks soviétiques accumulés sur des décennies. Les stocks limités s'épuisent rapidement. La Russie a débuté la guerre avec environ 12 000 chars. Elle retire maintenant des équipements très anciens de ses entrepôts. Après les T-72 et T-80, la Russie a utilisé des T-62 dès mai 2022, puis des T-34 réapparaissent fin 2024 sur les transports et terrains d'entraînement. Des chars inutilisés depuis la Seconde Guerre mondiale. Leur retour, non confirmé en combat, semble surtout servir la propagande plutôt qu'un réel déploiement. L'analyste militaire Andriy Tarasenko prévient que la Russie pourrait manquer de réserves d'équipements réparables en 12 à 18 mois, sauf si la production atteint 700 à 1000 blindés par an. Le problème est que la Russie ne peut produire qu'environ 250 chars T-90M et 460 véhicules BMP-3 par an, soit bien moins que ses pertes. La Russie s'épuise aussi financièrement pour soutenir sa guerre.
Les revenus pétroliers et gaziers de la Russie, qui représentaient historiquement 30 à 50% des recettes de l'État, ont chuté jusqu'à 35% d'une année sur l'autre. En mai 2025, c'est la même année où les dépenses de défense engloutissent 40% de l'ensemble du budget fédéral. Seule l'Ukraine, adversaire actuel, a fait cela depuis l'ère soviétique. Poutine a dû annoncer une réduction quasi à 2 chiffres des dépenses militaires pour 2026, admettant que la Russie ne peut suivre le rythme actuel. 3 raisons l'expliquent. Les frappes de drones ukrainiens sur les raffineries russes ont réduit d'environ 17% la capacité de raffinage de la Russie, entraînant une baisse équivalente de la production et des revenus pétroliers et gaziers. Le plafonnement des prix par l'Union européenne a fait baisser le brut russe de 60 à moins de 48 $, le baril et le brut Oural de près de 70 à 50 $ en un an, l'Union européenne prévoyant d'arrêter les importations russes d'ici 2027, la Russie perd son principal marché. La Russie s'est finalement tournée vers la Chine et l'Inde, mais à un coût élevé. La Chine demande maintenant jusqu'à 40% de baisse par rapport au prix que la Russie obtenait de l'Union européenne. La Russie a dû recourir à une flotte fantôme de navires sous de faux noms pour contourner les sanctions occidentales, ce qui augmente les coûts de transport et diminue la rentabilité. La Russie a également subi plus de 11 millions de pertes depuis le début de la guerre. Pire encore, les pertes quotidiennes russes sont passées de 300 soldats par jour au début de la guerre à plus de 1300 en mars 2025. Si ce rythme continue, la Russie pourrait perdre 440 000 soldats de plus par an, accélérant le besoin de recyclage et aggravant d'autres problèmes économiques. La Russie ne peut pas compenser ces pertes. Les taux d'enrôlement ont baissé de 80% entre 2024 et début 2025. La Russie, ayant presque épuisé ses prisonniers, a dû solliciter 2 vagues de troupes nord-coréennes, une mesure déjà désespérée. Cela a peu d'effet sur la pénurie de main-d'œuvre. Les conséquences démographiques dépassent largement le champ de bataille. En 2025, l'armée russe comptera 3% de la main-d'œuvre nationale, soit 40% de plus qu'en 2020. Les hommes en âge de travailler sont régulièrement exclus du marché du travail, souvent définitivement. En raison du taux de fécondité très bas depuis les années 1990, la Russie manque d'une génération de jeunes adultes qui auraient intégré la population active et fondé des familles. Une analyse indique que le nombre de travailleurs de 16 à 35 ans a chuté de 133 millions en 2022. Le complexe militaro-industriel russe fait face à une pénurie pouvant atteindre 120 000 ingénieurs et un déficit total de main-d'œuvre estimé à 40 000 personnes. Les exportations militaires russes, jadis importantes pour l'économie et l'influence du pays, ont chuté de 92% entre 2021 et 2024. La Russie dépend toujours des importations, ce qui, avec les sanctions occidentales, a freiné le développement de systèmes avancés pour rivaliser avec les défenses ukrainiennes. Mais ce qui est encore plus révélateur, c'est le manque de progrès de la Russie dans une guerre qui aurait dû être facile. Lorsque des armes soi-disant haut de gamme et à la pointe de la technologie ne parviennent pas à faire la différence dans un pays qui ne dispose que d'une fraction du budget militaire, des effectifs et même du nombre d'équipements, les acheteurs perdent confiance en elles. Ainsi, les relations de la Russie avec ses rares alliés restants deviennent de plus en plus déséquilibrées. La Chine bénéficie de gros rabais sur l'énergie russe et cite la Russie comme exemple à éviter pour ceux défiant la domination économique occidentale. La Corée du Nord envoie des munitions défectueuses et des conscrits pour les tactiques de broyeurs de viande russe. L'Iran vend des drones très chers pour financer sa guerre, tout en voyant la réputation militaire de la Russie chuter. Pendant ce temps, l'OTAN s'est considérablement renforcée en réponse à l'agression russe. La Suède et la Finlande intègrent l'OTAN, limitant davantage l'accès russe à la Baltique. L'Allemagne a accepté que ses dépenses militaires représentent 5% de son produit intérieur brut d'ici 2035, conformément aux exigences de Donald Trump, à partir du début de 2025. Environ 30% de cette somme ira sans doute à des infrastructures pour toute l'Europe centrale, renforçant la coopération transfrontalière et rendant l'OTAN plus imperméable aux exigences russes. Forbes estime qu'à la cadence d'avril 2025, où la Russie ne prend que 176 km² d'Ukraine par mois, il lui faudrait environ 230 ans pour occuper tout le pays, avec des pertes atteignant 1200 soldats par jour, il faudrait environ 100 millions de pertes russes. Cela représente 70% de la population actuelle de la Russie. De toute évidence, la guerre ne durera pas. 230 ans, quelque chose doit céder.
Et tout indique que ce sera la capacité militaire russe, pas la volonté ukrainienne de combattre. Ce qui rend la performance de l'Ukraine encore plus remarquable, c'est l'ampleur de ce que l'OTAN n'a pas fourni. Les F-16 donnés à l'Ukraine étaient des avions destinés à la casse. Aucun F-22 ou F-35 avancé ne vole pour l'Ukraine, qui bénéficierait ainsi de leur furtivité et de leur compatibilité avec des armements plus puissants. L'United States Air Force elle-même possède environ 1600 avions de chasse, donc les quelques 90 de l'Ukraine ne représentent qu'une infime fraction. Les batteries et missiles longue portée sont aussi des surplus que l'OTAN peut remplacer en quelques années. Ce ne sont pas des équipements de première ligne. Pourtant, ces armes en surplus, associées à l'innovation et à la tactique ukrainienne, ont suffi à pousser la Russie, censée être la deuxième armée du monde, au bord de la défaite. La guerre moderne montre que l'innovation décentralisée prime sur le contrôle centralisé. Le réseau de 500 fournisseurs ukrainiens peut créer et lancer de nouvelles armes en quelques mois. La rigidité du commandement russe empêche une adaptation rapide. La guerre de l'information est aussi cruciale que la guerre cinétique. Les opérations de tromperie ukrainiennes avant Kharkiv ont davantage influencé l'issue de la bataille que tout système d'armes. La technologie amplifie la compétence, mais elle ne la crée pas. Les armes occidentales ont aidé, mais la victoire ukrainienne tient à une meilleure planification, formation et exécution. La rapidité décisionnelle est cruciale. Dans la guerre moderne, le camp qui peut observer, s'orienter, décider et agir plus rapidement l'emportera, quels que soient les avantages numériques. La logistique l'emporte sur la puissance de feu. L'Ukraine n'a pas tenu bon parce qu'elle avait plus de chars ou d'artillerie. Elle a résisté, en détruisant systématiquement la capacité de la Russie à approvisionner et commander ses forces. Lorsque l'Ukraine a commencé la guerre, elle s'accrochait désespérément pour ne pas répéter l'annexion de la Crimée en 2014. Mais à un moment, cette guerre n'était plus seulement une question de survie. L'Ukraine est passée d'un pays en lutte pour sa survie à une puissance militaire démantelant un ennemi jugé supérieur. Et chaque mois où la guerre continue, la position de la Russie s'affaiblit de façon irréversible. La Russie ne contrôle qu'environ 18% de l'Ukraine, dont une grande part est en ruine. Ce territoire coûte à la Russie plus de 1000 pertes par jour, épuise des ressources irremplaçables et ne rapproche pas la Russie de ses objectifs stratégiques. Pendant ce temps, l'Ukraine se renforce, son industrie de défense nationale se développe, ses tactiques évoluent, ses soldats acquièrent une expérience qui fait d'eux parmi les forces les mieux entraînées au monde. Les armes occidentales arrivent désormais presque sans restriction. Et peut-être plus important encore, l'Ukraine a prouvé au monde que l'armée russe est un tigre de papier. Poutine a déclenché la guerre, pensant recréer l'empire russe en 3 jours. Au lieu de cela, il a présidé à la plus grande humiliation militaire que la Russie ait subie depuis la Seconde Guerre mondiale. L'opération militaire spéciale est devenue une menace existentielle pour la Russie elle-même, non pas à cause d'une conquête ukrainienne, mais en raison de l'effondrement systématique de la puissance militaire, de la stabilité économique et de l'influence géopolitique de la Russie. L'Ukraine n'a pas seulement surpassé Poutine, elle le fait payer pour cette erreur avec tout ce que possède la Russie. Le coût continue d'augmenter chaque jour, merci d'avoir regardé. Pour une analyse détaillée de la révolution des drones en Ukraine, regardez cette vidéo. Pour suivre l'actualité quotidienne du front, abonnez-vous à The Military Show.